La prochaine conquête spatiale utilisera l'énergie nucléaire, non les fusées. La National Aeronautics and Space Administration rivalise avec la Chine et la Russie pour construire la première centrale nucléaire compacte sur la Lune, prévue opérationnelle d'ici 2030. Ce n'est pas qu'une question d'énergie, mais aussi de contrôle, de survie et d'affirmation de la place de l'humanité dans l'avenir spatial. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons le projet de la National Aeronautics and Space Administration de construire un réacteur nucléaire sur la Lune. Pour survivre sur la Lune, il ne suffit pas d'apporter des panneaux solaires. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la National Aeronautics and Space Administration essaie d'installer un réacteur nucléaire à la surface lunaire d'ici 2030. Attention, le plan vise aussi la puissance mondiale, pas seulement la science. Une journée lunaire n'a rien à voir avec une journée terrestre. Un cycle lunaire dure environ 27,3 jours terrestres, 14 jours de soleil intense, puis 14 jours d'obscurité totale. Cette nuit de 2 semaines est le principal obstacle à l'énergie solaire. Même les panneaux solaires avancés et les batteries haute capacité ne stockent pas assez d'énergie de façon fiable pour alimenter longtemps systèmes de survie, laboratoires de recherche et machines lourdes. En gros, l'énergie nucléaire n'est pas seulement préférable, mais elle est inévitable pour rendre une base lunaire viable. Et c'est là qu'intervient le système d'énergie de surface par fission de la National Aeronautics and Space Administration, un petit mais puissant réacteur nucléaire conçu pour produire au moins 40 kW d'énergie en continu. Cela suffit à alimenter environ 33 foyers américains moyens, mais c'est peu face aux 2 à 3 MW d'une éolienne terrestre typique. Pour installer une centrale électrique sur la Lune, la compacité et la fiabilité sont essentielles, qualité du système d'énergie de surface par fission. En théorie seulement, aucun réacteur de ce type n'a jamais été construit. Cela a seulement été prouvé possible en théorie. Ce projet est aussi une course géopolitique, pas seulement d'ingénierie. En mai 2025, la Chine et la Russie ont annoncé vouloir construire une centrale nucléaire lunaire automatisée d'ici 2035. Et cela place les États-Unis dans une course à enjeux élevés, pour planter leur drapeau sur l'avenir énergétique de la Lune. Sean Duffy, administrateur par intérim de la National Aeronautics and Space Administration, sous Donald Trump, a déclaré dans une lettre urgente qu'il est crucial que l'agence agisse vite pour maintenir la position des États-Unis dans cette technologie clé. La National Aeronautics and Space Administration devra demander à des entreprises privées de concevoir, construire et lancer un réacteur de 100 kW avant 2030. La National Aeronautics and Space Administration souhaite quelque chose de modulaire, léger et suffisamment robuste pour survivre à un atterrissage sur la Lune, mais assez fiable pour fonctionner pendant au moins 10 ans sans ravitaillement. Cela implique un blindage avancé, un fonctionnement autonome et une conception quasi sans entretien. Tout cela représente de grands défis. Pourquoi cette précipitation ? Qui se préoccupe d'installer un réacteur sur la Lune en premier ? Contrôler le réseau énergétique lunaire, c'est maîtriser son économie et sa valeur stratégique comme base de lancement pour l'exploration spatiale. La Lune n'est pas qu'un caillou poussiéreux, c'est la porte vers Mars, l'exploitation des astéroïdes et une économie spatiale de milliers de milliards de dollars. Mais sans une source d'énergie fiable, rien de tout cela ne pourra se produire. Nous verrons ces facteurs plus tard dans la vidéo. Mais beaucoup pensent que la Lune sera un bien immobilier très prisé à l'avenir. Les experts estiment qu'avec assez de financement, l'échéance de 2030 est techniquement atteignable. Mais il y a un hic. L'administration vise ses objectifs ambitieux, mais a déjà réduit le budget de la National Aeronautics and Space Administration et prévoit encore une baisse de 24% en 2026. Cela soulève des questions sur la concrétisation de ce plan. Néanmoins, l'administration a souligné que des conceptions de petits réacteurs existent déjà, et que si les États-Unis s'engagent réellement à fournir les ressources nécessaires, la technologie est prête à être utilisée. Quels problèmes précis les États-Unis rencontrent-ils pour construire un réacteur nucléaire sur la Lune d'ici 2030 ? D'abord, il y a le problème d'y arriver. Le plan prévoit d'utiliser Artemis pour transporter le réacteur, mais beaucoup estiment que ce n'est pas faisable. En ce moment, le programme Artemis a déjà du retard. Artemis 3. La mission prévue pour ramener des humains sur la Lune en 2027 a connu des retards, des incertitudes de financement et plusieurs revers. Sans flux régulier de vols habités et cargo, tout projet de réacteur était morte-né. Même si les fusées sont prêtes, il reste à décider quoi envoyer, car expédier un réacteur nucléaire dans l'espace n'est pas comparable à acheter une télévision sur Amazon. Beaucoup craignent surtout le lancement de matériel radioactif dans l'atmosphère. En cas d'explosion de la fusée, des particules radioactives pourraient retomber sur la planète. Évidemment, cela aurait des conséquences environnementales et politiques catastrophiques.
L'aspect géopolitique de la mission pourrait aussi se retourner contre nous. Certains scientifiques ont averti qu'il semble que nous retournions à l'ancienne première course à l'espace contre l'Union soviétique. Cela peut malheureusement mener à des missions précipitées ou reléguer la science derrière le prestige. Ce qui explique le bilan mitigé des missions spatiales à cette époque. Les États-Unis n'ont posé des astronautes sur la Lune que 6 fois entre 1969 et 1972 lors du programme Apollo. À l'époque, nous utilisions la Saturn V, ironiquement toujours la fusée la plus puissante utilisée. La Saturn P n'a pas été construite depuis plus de 50 ans, et rien d'actuel n'égale sa capacité pour les missions lunaires. Même si Artemis accélère, la logistique pour bâtir une base lunaire reste cauchemardesque. La station spatiale internationale est à seulement 250 miles, mais il a fallu plus de 10 ans et de nombreux vols pour l'assembler. La Lune est à près de 239 000 miles d'ici, ce qui signifie que chaque voyage prendrait environ 3 jours et nécessiterait d'énormes quantités de carburant. L'empreinte carbone de dizaines de missions de ravitaillement vers la Lune pourrait être significative, ajoutant ainsi une nouvelle dimension au débat environnemental. Le soutien de vie est un autre casse-tête qui s'ajoute à la complexité de mettre un réacteur en service sur la Lune. Des astronautes et ingénieurs devront construire et réparer le réacteur, donc une grande base lunaire sera nécessaire. La base nécessiterait nourriture, air et électricité stables durant les mois de construction du réacteur. Bien que l'hydroponie et d'autres expériences à bord de la Station spatiale internationale aient montré des résultats prometteurs, il n'a jamais été tenté de les adapter à grande échelle pour une base lunaire, sous gravité réduite et exposition constante aux radiations. Des ingénieurs préfèrent bâtir la base en béton lunaire, mélange de poussière lunaire et de ciment, plutôt que tout importer depuis la Terre. Bien que les premiers tests montrent que ce mélange pourrait être plus résistant que de nombreux matériaux terrestres, la technologie reste encore expérimentale. Même avec un abri sur la Lune, le réacteur, le contrôle, le blindage et les radiateurs thermiques doivent toujours être lancés depuis la Terre. Et il y a aussi les atterrisseurs. Actuellement, aucun atterrisseur lunaire autonome ne peut livrer en toute sécurité une lourde cargaison sur la Lune. Le Starship de SpaceX est prometteur, mais plusieurs essais ont explosé. Le module lunaire Blue Moon de Blue Origin est également en développement. Mais aucun des deux n'a encore démontré le niveau de sécurité que l'on souhaiterait avant de charger des centaines de kilogrammes d'uranium et de les lancer au-dessus de zones peuplées. Techniquement, les deux modules devraient fonctionner d'ici 2030, mais en réalité, il n'y a aucune marge d'erreur. Tout contretemps, comme une fusée retardée, un test raté ou une coupe budgétaire, pourrait repousser le projet après la date limite. Et comme mentionné précédemment, les réacteurs nucléaires ne sont pas le genre de choses que l'on veut précipiter dans l'espace. Donc, même si le rêve d'alimenter la Lune avec de l'énergie nucléaire est scientifiquement solide, le chemin pour y parvenir d'ici 2030 est semé de défis d'ingénierie, d'obstacles de sécurité, de mines politiques et d'inconnus technologiques. En bref, la National Aeronautics and Space Administration peut le faire, mais seulement si tout se passe parfaitement. L'histoire de l'exploration spatiale montre que c'est rarement le cas. Concentrons-nous sur le réacteur. En janvier 2024, la National Aeronautics and Space Administration a achevé la première phase de son projet de production d'énergie de surface par fission. Des entreprises privées ont montré qu'il est théoriquement possible de créer des systèmes nucléaires sûrs, propres et fiables. 3 contrats ont été prolongés pour collecter plus de données avant la phase 2, qui prévoit de développer, tester pendant 1 an, puis exploiter une unité fonctionnelle durant 9 ans. Tout cela paraît raisonnable, jusqu'à ce que vous réalisiez que Sean Duffy demande une consultation de 60 jours pour approuver un projet prévu pour un lancement en 2030. En termes d'ingénierie, 5 ans, c'est un clin d'œil pour quelque chose qui doit fonctionner sans la moindre défaillance catastrophique. Même si l'atterrisseur arrivait le 31 décembre 2030, cela resterait un développement très rapide pour un nouveau réacteur spatial. La National Aeronautics and Space Administration a cependant une certaine expérience préalable. Le réacteur Kilopower, utilisant la technologie Stirling, mieux connue sous le nom de Krusty, s'est révélé robuste lors des essais au sol. Il utilisait des barres d'uranium pour chauffer et faire fondre du sodium dans des tuyaux thermiques. La chaleur était transférée à un gaz qui actionnait le piston du moteur Stirling, produisant ainsi de l'électricité. Krusty est simple, fiable et peut générer quelques kilowatts. Les conceptions modernes de production d'énergie de surface par fission utilisent un cycle fermé de Brayton, où la désintégration de l'uranium chauffe un fluide qui actionne une turbine. Le souci, c'est que ces systèmes gaspillent encore beaucoup de chaleur.
Le nouvel objectif est de minimiser les pertes de chaleur et d'augmenter l'efficacité, mais accroître la puissance signifie aussi accroître la complexité. Et c'est là que les choses deviennent encore plus folles. Duffy ne demande plus 40 kW comme dans les propositions initiales. Il exige 100 kW, soit 150% de plus que les premières spécifications, sans allonger le temps de développement. Ensuite, il y a la question de la masse. La National Aeronautics and Space Administration voulait initialement limiter le réacteur à 13 000 livres pour qu'il tienne sur un lanceur standard. En vol spatial, la masse, c'est de l'argent. Une masse plus élevée augmente les coûts de lancement, et le réacteur doit aussi atterrir intact sur la Lune. Le refroidissement pose un défi majeur. Sur Terre, les réacteurs utilisent des milliards de litres d'eau pour dissiper la chaleur. La Lune n'a ni océan, ni rivière. Il existe de la glace, dans les cratères profonds. Mais sa quantité et son extraction restent inconnues. Les réacteurs spatiaux, plus petits, posent moins de problèmes de refroidissement, mais cela reste crucial. Sans refroidissement, vous perdez en efficacité et risquez la fusion du réacteur. Krusty a évité ce problème grâce à un refroidissement passif. La chaleur de la désintégration de l'uranium fait fondre le sodium, permettant d'évacuer la chaleur sans pompe ni pièce mobile. Et ça fonctionne pour quelques kilowatts, mais augmenter ça à 100 kW, cela pourrait exiger bien plus de sodium ou de nouveaux fluides de refroidissement. Si le matériau vient de la Terre, le réacteur est plus lourd et le lancement coûte plus cher. Si cela vient de la Lune, il faut envisager de construire des installations minières et de traitement avant d'alimenter la base en énergie. Chaque conception doit être validée, testée, qualifiée pour l'espace et prête en 5 ans. 5 ans ont été nécessaires pour l'inventer, le développer, le certifier et livrer cette machine unique. Elle doit fonctionner parfaitement dans l'un des environnements les plus hostiles de l'histoire. Si vous allez miser la survie de toute votre base lunaire sur un seul équipement, vous ne voulez probablement pas vous précipiter. Explorons maintenant les vraies raisons pour lesquelles le gouvernement des États-Unis souhaite installer un réacteur nucléaire sur la Lune. Quand la National Aeronautics and Space Administration évoque un réacteur sur la Lune, le public pense à énergie propre et progrès scientifique. Mais derrière les communiqués de presse, la réalité est tout autre. Il ne s'agit pas seulement d'alimenter des habitats, il s'agit de sécuriser un territoire, de bâtir de l'influence et de façonner les règles de la prochaine grande frontière. Un réacteur de 100 kW pourrait offrir bien plus qu'alimenter un habitat lunaire en électricité. Il pourrait alimenter des rovers pour explorer des milliers de kilomètres sans avoir besoin de se recharger. Il pourrait faire fonctionner les systèmes de survie indéfiniment. Il pourrait aussi produire hydrogène et oxygène liquide à partir de glace lunaire pour alimenter des missions vers Mars et au-delà. Avec ce type d'infrastructure, une présence humaine permanente devient inévitable, entraînant la notion de territoire. Selon les accords Artemis, signés en 2020 par 8 nations, les pays peuvent établir des soi-disant zones de sécurité autour de leurs opérations sur la Lune. Officiellement, ces zones sont là pour protéger les équipements et garantir la sécurité. Certains ont souligné que cela revient à dire « Nous possédons cette partie de la Lune et vous ne pouvez pas l'approcher ». Et c'est là que la géopolitique entre en jeu. Selon Politico, l'administrateur par intérim de la National Aeronautics and Space Administration, Sean Duffy, a averti à plusieurs reprises que la Chine et la Russie pourraient utiliser les mêmes règles pour s'approprier les meilleurs emplacements. Duffy va plus loin. Il souhaite que les États-Unis revendiquent, je cite, « la meilleure partie de la Lune ». Selon lui, le meilleur endroit est une zone précise près du pôle sud lunaire, où des cratères toujours à l'ombre abriteraient d'importantes réserves de glace d'eau. La glace d'eau, séparée en hydrogène et oxygène, sert aussi de carburant pour fusées. Contrôler cette source de carburant permettrait de dominer les voyages interplanétaires, en établissant un centre de ravitaillement lunaire pour Mars et au-delà. La déclaration de Duffy « Nous avons de la glace, de la lumière du soleil, nous voulons y aller en premier et revendiquer cela pour l'Amérique » concerne la science et la domination stratégique. Le pôle sud offre aussi un autre avantage. Certaines parties de ces crêtes reçoivent un ensoleillement quasi constant, ce qui est idéal pour des panneaux solaires. Cependant, les cratères les plus riches, situés dans l'obscurité permanente sans énergie solaire, nécessitent des réacteurs nucléaires, solution stratégique idéale. Ils permettent aux astronautes, rovers et foreuses de fonctionner sans soleil, offrant l'indépendance énergétique sur les zones lunaires riches en ressources. Mais il y a une complication juridique. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 stipule qu'aucune nation ne peut posséder de terre dans l'espace. Les zones de sécurité créent une faille. Avec un réacteur nucléaire en surface, l'accès aux tours peut légalement être restreint pour des raisons de sécurité.
Cela signifie que sans violer techniquement le traité, vous pouvez établir une zone de contrôle de facto. Le premier arrivé choisit l'emplacement et la taille des zones. Le réacteur de la National Aeronautics and Space Administration vise à assurer l'énergie, revendiquer le terrain avant les rivaux, contrôler les ressources lunaires clés et établir les États-Unis comme puissance majeure de la première économie extraterrestre du système solaire. Avec toutes ces discussions sur la course pour retourner sur la Lune afin d'y installer un réacteur nucléaire et des zones d'exclusion, il est intéressant de se demander à quoi pourrait servir une future base lunaire. Une base lunaire permanente serait la première station-service et atelier interplanétaire de l'humanité, pas seulement un lieu de survie. Lancer des fusées depuis la Terre est extrêmement coûteux. Il en coûte environ 10 000 $ par livre pour envoyer du matériel en orbite depuis le puits gravitationnel profond de notre planète. La gravité lunaire étant de 16,5% de celle de la Terre, les fusées ont besoin de bien moins de carburant pour quitter la Lune vers l'espace. Cela ouvre la voie à une révolution dans la stratégie d'exploration. Assembler et lancer des vaisseaux depuis la Lune, plutôt que depuis la Terre, permettrait d'économiser des milliards. L'orbiteur de reconnaissance lunaire de la National Aeronautics and Space Administration a identifié potentiellement 600 millions de tonnes de glace d'eau, dans des cratères en permanence à l'ombre près des pôles de la Lune. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette eau peut être décomposée en hydrogène et en oxygène, les mêmes ergols utilisés dans certains des lanceurs les plus puissants jamais construits. Une grande usine permettrait à une base lunaire de produire des milliers de tonnes d'ergols par an et d'en faire un centre de ravitaillement du système solaire interne. À partir de là, Mars devient une cible bien plus accessible. Un vaisseau spatial ravitaillé sur la Lune pourrait atteindre la planète rouge en 6 à 10 mois selon la fenêtre de lancement, sans le lourd fardeau de carburant d'un lancement depuis la Terre. Cela ne concerne pas que Mars. La même infrastructure permettrait des missions robotiques, ou habiter vers la ceinture d'astéroïdes, riches en ressources, ou vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Voyez la base lunaire comme un arrêt au stand cosmique. Elle pourrait servir à réparer les vaisseaux, changer d'équipage, faire le plein et lancer des missions ambitieuses trop coûteuses depuis la Terre. Si l'humanité veut envoyer un vaisseau générationnel, ou une sonde vers un autre système stellaire, la Lune serait un point de départ logique. Cela permettrait d'assembler dans l'espace d'immenses vaisseaux impossibles à lancer depuis la Terre, tout en réduisant coûts et risques à des niveaux rendant l'impossible possible. Une base lunaire fournit une plateforme stable pour télescopes et capteurs, loin de l'atmosphère terrestre et des interférences radio. Imaginez des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, isolés des signaux humains, et capables d'étudier l'univers primitif dans des longueurs d'onde bloquées par les interférences terrestres. Cela pourrait révolutionner l'astronomie comme le télescope Hubble a changé notre vision de l'espace dans les années 1990. Et n'ignorons pas les implications militaires et géopolitiques. Bien que le traité de 1967 interdise les armes de destruction massive dans l'espace, une présence permanente sur la Lune permettrait des plateformes de surveillance, des centres de communication et des sites de lancement à réponse rapide, tous situés à 239 000 miles de la Terre, hors de portée conventionnelle. Celui qui maîtrise cette infrastructure domine les autoroutes spatiales essentielles pour l'avenir. Et bien sûr, il y a le tourisme. Cela paraît futuriste, mais avec SpaceX et Blue Origin développant des atterrisseurs lunaires, les premiers touristes riches pourraient marcher sur la Lune dans les 15 ans. Enfin, tous ces touristes spatiaux voudront un lieu où loger, nécessitant donc un hôtel lunaire. Avec le temps, les revenus du tourisme pourraient donc compenser les coûts des infrastructures lunaires. Mais voilà le hic. Chacune de ces ambitions, de l'extraction de glace à l'alimentation d'un hôtel-boutique sur la Lune, dépend d'une seule chose, l'énergie. La Lune est un lieu impitoyable pour maintenir les lumières allumées. Ainsi, les experts estiment que survivre durablement sur la Lune est un véritable cauchemar d'ingénierie. L'énergie alimente l'éclairage, le chauffage et les systèmes de survie. Sans énergie fiable, 24 heures sur 24, tous les habitats high-tech, laboratoires et équipements miniers ne sont que de coûteuses sculptures gelées. Si le réacteur fonctionne, il pourrait devenir l'élément central des futures bases lunaires et permettre de faire de la Lune la première colonie spatiale humaine. Avec des puissances rivales à leur trousse, les enjeux sont à leur comble. C'est une course pour l'avenir de la civilisation. Quand ce petit réacteur nucléaire sera allumé sur la Lune, il ne sera pas qu'une source d'énergie, mais aussi le symbole de ce que la science, la technologie et la détermination permettent d'accomplir. Le prochain grand pas ne consiste pas seulement à aller sur la Lune, il s'agit d'y rester et d'aller bien au-delà.
Si la National Aeronautics and Space Administration peut alimenter une base lunaire avec un réacteur nucléaire, Mars pourrait-elle être la prochaine? Regardez, le vrai problème de la vie sur Mars. Pour comprendre pourquoi survivre là-bas est plus compliqué qu'on l'imagine. Ou cliquez sur cette vidéo.